on a tendance des fois dans cette société justement où on met beaucoup sur un piédestal le mental, le coefficient intellectuel, le côté la tête. Mais la tête est au service du cœur et pas l'inverse. Et la plupart du temps, les gens, c'est l'inverse. Ils prennent une direction avec la tête et puis après ils essayent d'ajuster le cœur, tant bien que mal, et puis allez, vas-y. C'est correct, vas-y. Puis je vais essayer. Il faut bien que je sois content, voilà. Il faut bien que je m'y acclimate. Bon, au pire, si t'es pas content, vas-y, viens, on va prendre une taille d'alcool. On va aller en boîte. Et puis ça ira mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. Alors aujourd'hui, on est juste deux, petit imprévu dernière minute, donc François ne pourra pas se joindre à nous, mais il faut que show must go on, comme on dit. Donc avec Christian, on a décidé d'avoir une petite conversation informelle entre nous et c'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup de mindset dans tous nos épisodes, ou presque. On dit que c'est la clé indispensable qu'il faut posséder pour bien performer. Et on dit souvent que c'est un peu toi qui va occuper ce rôle-là au sein du Trilemme de par ton activité professionnelle. Mais je pense qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de revenir sur qu'est-ce que tu fais concrètement. Et donc je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Alors déjà Christian, merci de t'être connecté. Comment tu vas ? Super bien, merci à toi. J'ai hâte de vivre ce beau moment de partage. Donc en effet... Sur l'activité, donc tu veux quoi exactement comme info ? Peut-être on peut repartir rapidement sur ton parcours. D'où tu viens, dans quoi tu as étudié, quelles ont été un peu tes épreuves ou ton parcours de vie qui t'a amené finalement à t'intéresser après beaucoup au mindset, à l'accompagnement professionnel, à toutes ces questions que tu te poses et aujourd'hui finalement. Après, j'ai d'autres questions. On va y aller une chose à la fois. Donc peut-être déjà ton parcours. Ok. Bon, le parcours, il est un peu classique. Avec du recul maintenant, aujourd'hui, classique oui et non. Je pense qu'en fait, depuis tout petit, une des choses qui m'a le plus attiré, c'est l'arrière des coulisses, en fait. Un peu comme si on voit des choses dans la réalité de tous les jours, on voit des gens, on voit des personnes, on voit des situations, même au niveau de l'univers, hein, j'ai envie de dire la nature, les animaux, etc. On regarde les choses un peu comme un spectacle, et comme sur une scène, il y a les coulisses, il y a des choses qui se passent en arrière-boutique, on pourrait dire, et ça, c'est pas forcément visible, et moi, ça m'a toujours intéressé, en fait, de voir qu'est-ce qui se passe derrière, invisible pour les yeux, qui permet à certaines choses de se produire. Typiquement dans la communication, typiquement dans la magie, on voit le magicien, il utilise des cartes, il utilise un ensemble d'outils, d'éléments, et puis ça c'est ce qu'on voit, mais il y a tout un ensemble de choses que lui il garde à sa discrétion, justement pour pouvoir créer l'illusion, pouvoir créer cette situation assez incroyable. Et la nature est une grande magicienne, hein, quelque part. On sait pas tout, on découvre, et bon bref, il y a cette curiosité. Voilà, je pense qu'il m'a toujours habité. C'est pour ça que Sciences et Vie de la Terre, la chimie, la physique, ça a été des matières qui m'ont tout de suite beaucoup passionné, et c'est vers ça que je me suis orienté par la suite. Parce que à défaut d'avoir magie à l'école, physique, chimie, je mélangeais des ingrédients, ça faisait des réactions, et deux ingrédients complètement opposés, ou différents en tout cas, se réunissaient et permettaient de créer un troisième ingrédient, quoi, les réactifs, etc. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc ça, pour moi, c'était déjà magique. Souvent, il y avait des étincelles en plus. J'ai toujours été aussi attiré par le feu, le côté pyrotechnique, etc. Je me rappelle que tu voulais être pyrotechnicien à un moment donné, envoyer des feux d'artifice. On avait regardé ça, et c'est un métier, mais ça reste un métier quand même très niché, très difficile. Mais bon. Très niché, ouais. Très niché, mais tu fais bien de revenir là-dessus, parce qu'il y a des parallèles aussi que je fais maintenant avec le recul, mais il y avait comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que oui, on voit ce feu d'artifice, mais comment ça fonctionne ? C'est quoi ces fusées ? Qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Comment ça fait pour exploser, pour faire plein de couleurs ? Comment c'est pour faire des dessins dans le ciel ? Il y en a maintenant, elles sont rendues incroyables, quoi. Ça fait des ronds, ça fait des cœurs, ça fait bref. Et en même temps, la magie,
puisque je vais en parler, mais voilà, je suis toujours magicien aujourd'hui, actuellement, enfin professionnellement parlant aussi. Du coup, je fais des animations, des spectacles, etc. Et donc là, quelque part, mettre des feux d'artifice dans le ciel, c'était aussi contribuer à cette étincelle dans les yeux, enfin, mettre des étoiles dans les yeux. J'ai toujours admiré aussi ces personnes qui arrivent à créer une expérience chez certaines personnes qui vont écouter ou regarder cette personne. Et là aussi, ça m'a intéressé de décortiquer de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait, par exemple dans la magie, que ça va être un beat ou ça va être une standing ovation. Et puis voilà, bref, les feux d'artifice, comme tu rebondis, donc bon, j'ai pas, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est pas un métier qui peut être, ou en tout cas, il faudrait travailler. J'avais regardé dans un parc d'attractions, type Disneyland et compagnie, où ils tirent des feux d'artifice quasiment régulièrement. Donc là, il y en a qui ont quasiment trouvé un poste à temps plein. Ou dans les films, dans les films pour faire les effets spéciaux, tous ceux qui mettent les explosifs, etc. Bref, mais bon. Après, voilà, le chemin faisant, j'en reparlerai, mais ça, c'est un point qui est incontournable, c'est le sens. Le sens a été vraiment un élément essentiel pour moi. En tout cas, après, c'est tellement personnel d'une personne à l'autre, mais bien sûr. Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ma pratique? Si c'était juste mettre des étoiles dans les yeux, il manque quelque chose à mon sens. Et c'est pour ça que la magie, elle m'a toujours intéressé dans le sens où à la fin, je partage une anecdote, une citation, une réflexion qui amène à penser, qui amène à réfléchir et peut-être à se remettre en question sur certains points ou faire des parallèles, etc. Donc voilà, j'aime laisser cette petite friandise mentale, on pourrait dire, qui amène comme ça à aller plus loin et pas juste regardez-moi, je fais de la magie, c'est incroyable, comme on peut le voir avec beaucoup de magiciens. Mais au final, c'est très centré sur le magicien où il n'y a pas cette connexion avec le public. Okay. Voilà pour ce qui est de la magie. Et donc, oui, vas-y, dis-moi. Petit garçon finalement curieux, ouais, qui s'intéresse à la magie de la vie, de comment les choses fonctionnent, comment elles se passent. Je me rappelle aussi que tu as fait du théâtre, donc tu étais quelqu'un aussi qui aimait faire vivre des émotions aux gens. Peut-être le côté feu d'artifice justement sur un tournage. Donc ça te rapprochait aussi peut-être du côté cinéma, donc ce monde-là aussi. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé dans un parcours on sait que le parcours scolaire en tant que tel au début il est très général, donc tu dois un peu être bon partout parce que l'idée c'est d'éveiller la curiosité chez chacun de nous et c'est de découvrir ses forces et aussi ses faiblesses en fait par la force des choses. Mais comment ça s'est passé ton parcours scolaire et à partir de quel moment tu as pu vraiment prendre un embranchement pour être positionné sur ta force et sur ce qui t'intéressait vraiment? Non, j'avoue que ça n'a pas été facile. Je pense que si vraiment je me mettais à bosser sur un truc par la force des choses, je pouvais le franchir. Mais moi, j'avais vraiment et maintenant avec les outils de connaissance de soi, j'ai pu faire plein de liens et plein de parallèles qui m'a permis d'expliquer pourquoi, comment. Mais l'axe jeu, l'axe plaisir, il doit être extrêmement présent pour moi. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes que j'ai eu la chance d'accompagner qui ont pu s'autoriser à prendre un parcours qui ne les inspirait pas plus que ça, en fait. Et à défaut de faire autre chose, ils faisaient ça, mais bon, ils étaient pas vraiment épanouis. Moi, c'est vraiment... à croire que comme si à cet endroit-là, il y avait un degré de sensibilité qui était plus élevé que la normale, ou j'en sais rien. Mais en tout cas... moi, il me faut du plaisir, il me faut quelque chose, sinon je perds, ça rentre pas en fait, je retiens pas, très vite, quoi. Ou je vais vite m'ennuyer, je vais faire du surplace, je vais stagner, alors qu'à l'inverse, si c'est quelque chose qui m'inspire, moi je vais être acteur moi-même, je vais être proactif dans la recherche, je vais lire des livres, je vais m'y intéresser, etc. Donc puis maintenant j'en suis conscient, mais c'est ça, c'est avoir finalement une direction qui est orientée sur ce qui a de la valeur pour soi en fait. Donc quand ça a pas de valeur, et c'est normal, hein, tout être humain, si on le force à aller dans des centres d'intérêt qui n'ont pas de valeur pour lui, ou ça va être compliqué il peut le faire, hein, mais par contre le faire un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, versus peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça c'est énorme, hein. Moi je
je dis bravo à ceux qui sont capables, mais après est-ce que c'est une victoire, je sais pas. En tout cas, voilà. Ça a été vraiment un élément très très important, et c'est vrai que l'éducation, la scolarité, le cadre qui a été mis autour de tout ça m'a fait penser pendant beaucoup d'années, et j'ai fait un gros travail là-dessus, que j'avais peut-être un problème en fait. Parce que comparativement, alors jamais se comparer, mais quand on est petit, forcément on se compare. En tant qu'aîné, je m'attendais à devoir montrer l'exemple, ou je ne sais quoi, au niveau de l'école, etc. Et c'est vrai que j'étais pas de nous trois celui qui était le plus brillant, on va dire, au niveau des notes, je veux dire. Et moi, j'avais besoin aussi de concret. À un moment donné, la théorie c'est bien, mais il fallait aussi que je l'applique en fait. Donc du coup très vite c'est une voie professionnelle qui m'a le plus intéressé, parce que là je retrouvais du concret, et en même temps tout en approfondissant la théorie qui m'intéresse, qui m'inspire. Donc la chimie a été ce qui correspondait le mieux. Donc voilà, je suis parti après donc dans un BEP, puis un bac pro, j'ai pu enchaîner dans la chimie, mais après c'était un cadre de travail qui était assez particulier. En vrai, le mieux, à la base, c'était être dans les laboratoires. Mais là, il fallait passer par je sais même plus le nom du diplôme, mais il fallait faire un bac général classique. STL, ouais, non? C'est ça. STL, je pense, Sciences et Techniques Laboratoires. Ça a peut-être changé de nom depuis, là. C'était ça qui m'avait intéressé, mais mon diplôme me permettait pas de partir dans cette direction, donc j'ai pris le BEP. Et puis voilà, puis après du coup ça m'a permis de me confronter aussi à un univers plus intense que le laboratoire, pour le coup. C'était plus rough, parce que là c'était plus rough, les odeurs, les charges lourdes, les cuves à haute température, les produits hyper dangereux. Enfin, tu me diras, dans un laboratoire aussi, il faut faire attention, mais là c'est pas des petites quantités éprouvettes là, on est sur des grosses quantités, faut faire extrêmement attention, et puis des horaires de fou en fait, là aussi faut s'accrocher en termes de santé. Ça aussi, j'ai pris conscience que la santé, et puis être en énergie, etc., c'était un point hyper important pour moi. Et là, j'étais l'ombre de moi-même. Je veux dire, quand on travaille en 5-8, on se vide complètement, toute notre énergie, elle passe dans le travail, et on est complètement décalqué, on n'a pas de régularité. Et c'est hyper important pour le corps d'avoir des heures régulières, que ce soit pour le repas, pour le sommeil, etc. Donc bref. Compliqué, et donc puis ça, c'est la sale besogne de la chimie, quoi. Ouais, la sale besogne. Franchement, après, c'était bien payé, tu vois, on n'a rien sans rien, dans un sens, voilà, c'était ça l'avantage de la situation. Mais voilà, qu'est-ce qu'il fallait mettre, à quel prix fallait obtenir ça, quoi. Là, aujourd'hui. Donc, t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, comme le bac pro était en alternance et le BEP également. 4 ans, j'ai fait ça au moins 4-5 ans, ouais, facile. Et après, en temps plein aussi, tu l'as fait, ou ouais, j'ai continué après en temps plein, ouais, j'ai continué, puisqu'après, à la suite de mes contrats en alternance, j'ai pu signer un CDI ou un CDD, je sais plus à l'époque. Ok, alors là, on remet nous en contexte, donc t'es là, t'es dans ton, on va dire, paycheck to paycheck, t'es dans la rat race, comme François dit souvent, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? À quel moment il y a eu une étincelle où tu t'es dit... Non, c'est pas ça, c'est pas la vie qui m'attend. Il faut que je me reconnecte, il faut que je me recentre sur mes forces. Comment t'as rebondi? Alors, ça a été la grosse claque que je me suis pris, je pense. Ouais, c'est même sûr. Alors, en fait, à un moment donné, pour expliquer juste rapidement, je erre dans le salon de l'étudiant avec plein de personnes qui proposent le cursus qu'il propose, qui présente à travers son école, etc., comme on me l'avait fait d'ailleurs à l'époque avec Interfora, donc l'école qui m'avait formé dans la chimie. Oui, t'inquiète pas, il y a de l'avenir, le métier de la chimie, etc. Fait que quelques années plus tard, une bonne partie du couloir de la chimie à Saint-Fond s'est fait racheter et puis a fermé pas mal d'usines. Bref, donc c'est intéressant de voir que les écoles, elles vont souvent vendre la sécurité pour rassurer les parents, etc. Mais à aucun moment ils m'ont demandé si c'était peut-être une filière qui m'inspirait, qui allait enfin voilà, est-ce que j'étais appétent à ça, ou est-ce que j'étais en cohérence avec ça, parce que c'est pas le tout qu'il y ait de l'avenir et que ça paye bien, c'est un des éléments qui est certes important à prendre en considération, mais c'est pas il y a d'autres choses aussi à prendre en considération. Bref, et donc du coup là, je erre dans ce salon, et puis je vois d'un stand à l'autre des choses comme ça, mais je sais pas vraiment quoi faire d'autre.
Et puis je vois un stand sur le sport, et c'est là où je me suis dit tiens on va faire ça, parce que c'est vrai que je faisais déjà du sport un petit peu, j'en ai toujours eu fait un peu par-ci par-là en extra scolaire, hein. On avait fait en plus du théâtre, j'avais fait pas mal d'arts martiaux, on avait fait l'aïkido, je me souviens, on l'avait fait ensemble même je crois bien. Ouais, moi j'avais fait un an de taekwondo, toi t'avais fait 2 ans je taekwondo. pense. Après t'avais fait du kung-fu et de l'aïkido aussi je crois. On avait testé plusieurs choses, après on avait fait du ping-pong aussi ensemble, enfin tu vois, on faisait quand même pas mal d'activités, les parents ils nous avaient ouvert plein de possibilités là-dessus, c'était chouette. Mais voilà, on faisait des activités comme ça, et donc c'est vrai que le sport, je me suis dit si j'en fais mon job, ça m'obligera à être en bonne forme, et puis en fait j'avais l'impression que déjà là c'était pas teinté de on va aller bosser quoi. Et là, pour le coup, aller bosser, pour moi, dans ma vision du monde, c'était le bruit, les odeurs, les charges lourdes, une usine, se lever à 5 heures du mat, etc. Il faut en chier, quoi. Et là, c'était, non, en fait, c'est fun. Les gens, ils viennent, ils veulent prendre soin de leur corps. On est dans un cadre plus fun, en fait, plus détendu. Les gens, ils sont pas là pour... normalement, les clients, ils sont là, ils sont en dehors de leur travail, ils sont là pour profiter, pour se donner à fond. Donc, je me suis dit, puis il y a ce côté aussi de les challenger, de les bouger, de leur permettre d'atteindre des objectifs, etc. Donc, déjà ça, il y avait des choses qui m'ont plu. Le côté coach, là, il commence à se réveiller un peu. Il commençait à se réveiller, ouais, vraiment. Et puis, j'ai envie de dire qu'au début, c'était vraiment très égoïste, hein. C'était vraiment de me dire, en vrai, j'aurais plus d'excuses pour pas faire de sport, ça sera mon job à temps plein, parce que... Tu vas pouvoir garder l'œil. Vous êtes coach, ouais, c'est ça. Ah ouais, quand vous êtes coach, tu dois donner, et puis quand tu donnes, surtout quand t'es en groupe collectif, tous les cours collectifs, parce qu'il y a deux univers, on va dire, dans le sport. T'as la partie plus plateau muscu, et puis la partie plus cours collectif. Et moi, j'avais fait une formation pour avoir les deux, en fait, forme et force. Et c'est vrai que dans la forme, ils le disent souvent, mais c'est pareil en tant que coach sur plateau de muscu, hein, c'est important de donner à 200%, en fait, pour que ton coaché se donne. Donc il faut, si toi t'es l'animateur et que tu fais ton cours collectif, mais que t'es en mode... t'es qu'à 100%, ça suffit pas en fait. Faut être à 120% quoi, si tu veux que les autres se donnent à 100%. Donc c'est extrêmement, je veux dire, t'as peut-être même pas besoin de faire du sport en plus à côté, parce que si tu assures déjà tous tes cours dans la semaine et que t'as un agenda bien rempli, à mon avis déjà ça fait ton taf. D'ailleurs, fun fact, tu me fais penser que j'ai eu aucun prof de PS qui incarnait cette vérité-là. Parce que moi, l'image que j'ai de mes profs de sport à l'école, c'était vraiment... c'est pas une blague, là, c'était vraiment le mec qui fumait sa clope et avec son chronomètre et qui comptait nos tours. J'ai jamais vu un prof de sport courir avec nous. Ou... Si, j'ai eu un plus jeune qui jouait quand c'était des jeux genre badminton, tennis de table, qui jouait avec nous. Mais c'est intéressant de voir que déjà dans le milieu, on va dire privé, il y a une démarche qui est beaucoup plus intéressante que dans le milieu public. Où finalement, le mec, il est assis sur son job et il n'a pas besoin de prouver ou de se challenger, comme tu disais. Ok, parenthèse fermée. Tu te retrouves dans un club de sport, tu commences à coacher des clients, etc. Ouais. C'est quoi la suite, du coup? Comment ça évolue? Et c'est là, en fait, l'événement, je vais aller à l'essentiel. Je vais pas parler de toutes les années que j'ai passées là-dedans. Mais et combien d'années pour faire le... Ça a duré combien de temps, quand même, l'épisode là sport? Aussi, j'ai fait le tronc commun. Après, j'ai fait, de mémoire, je dirais 3 à 4 ans. Donc, t'avais été rendu à quel âge? 30... J'ai toujours eu des difficultés à remonter dans le temps comme ça, mais... Mettons pour que les gens qui nous écoutent, tu vois, ils se repèrent. Parce que des fois, on voit des gamins sur YouTube à 20 ans qui savent ce qu'ils veulent et qui font des millions. Moi, personnellement, ça me rassure quand je vois des gens qui, dans 30 ans avancés, étaient rendus à un point où ils ne savaient pas encore ce qu'ils voulaient. Est-ce que c'est sûr que j'étais majeur vers l'époque de Saint-Fond. C'était là où j'avais fait mes premiers cours de magie payés que je m'étais financé avec mon premier salaire. Ça, c'est des targets c'est comme des checkpoints dans ma ligne chronologique que je garde en mémoire. Après, je pense que je devais avoir 20 ans, hein, parce que du coup, j'avais quand même fait bac pro et compagnie. Donc, je devais avoir entre 21 ans, quand j'ai démarré le sport, et donc j'ai dû finir cet épisode à 24 ans, 25 ans, un truc comme ça. Ok. Donc, milieu vingtaine. Parfait. Ouais. Et donc oui, forcément des camarades. Je gardais contact aussi avec mes camarades de chimie, hein. Mais voilà, nouvelle ambiance, pas du tout le même mindset. Et puis du coup, forcément dans la salle de sport avec laquelle j'étais en alternance, j'ai fait une rencontre.
un ami à moi qui a été mon collègue. Bah du coup pendant plus d'1 an et du coup on était dans la même salle, donc on se retrouvait entre l'école et la salle de sport, donc contrairement aux autres collègues qu'on retrouvait que quand on allait en cours, lui je l'avais tout le temps quoi. Donc on a bien sympathisé, on avait même fait là pour le coup c'était vraiment chouette par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir en alternance où bah du coup la salle de sport m'avait clairement utilisé, il y avait même pas de rétribution financière, enfin même pas un petit geste, rien du tout. Là c'était pas rémunéré, mais au moins il nous a payé en formation. Et puis des formations vraiment high level, avec l'Health Smith Coach, etc. pour ceux qui connaissent, et notamment la partie vente. Donc là, ils avaient abordé des notions de PNL déjà à l'époque, programmation neurolinguistique, et ça m'avait déjà voilà suscité mon intérêt, et je m'étais dit waouh, c'est puissant comme outil. Après c'est un outil, comme tout outil, c'est pas l'outil en lui-même qui est bien ou mal, c'est comment on l'utilise. Et donc je me suis dit là j'ai l'impression qu'on m'a donné 2-3 tips, mais j'ai envie de remonter à la source et mieux comprendre ce qui joue derrière. Donc ça je mets ça de côté, mais peut-être on pourrait y revenir, mais ça c'est vraiment un point qui m'a amené après sur la suite. Et puis donc du coup pour aborder ce que je voulais dire, cet ami, donc je vais l'appeler par son prénom, Alexandre, bah voilà, il est décédé du jour au lendemain, pour le dire directement, hein. Donc un matin je me réveille et je reçois un SMS d'une amie en commun, et elle m'annonce que en fait il m'avait dit rapidement comme ça, bah je vais faire un petit check-up à l'hôpital, et bon, je l'avais pas pris plus que ça, puis il avait pas l'air d'être voilà. Puis il était resté assez discret sur sa situation de santé, et en fait il se trouve qu'il avait un cancer au niveau de la colonne vertébrale, et du jour au lendemain bah voilà, j'apprends ça quoi, alors qu'il avait mon âge, hein. Et là ça a été une grosse claque, parce que j'avais déjà perdu, on avait perdu notre arrière-grand-mère, on avait déjà fréquenté la mort d'une certaine façon, mais là aussi jeune, proche, là. Aussi proche, alors que bon, je vais être honnête, hein, c'était pas non plus un ami que j'ai fréquenté pendant des années et des années, hein. Je le connaissais depuis 2 ans, mais on s'était rapprochés, il y avait eu quelque chose, et du jour au lendemain il était plus là, terminé. Il était pas parti à l'étranger ou je sais pas quoi, non, il était plus là, c'est terminé, je le reverrai plus jamais. Et j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Enfin, c'était vraiment un gros traumatisme à l'époque. Et là, forcément, on se prend une grosse gifle. Moi, je me suis pris une grosse gifle. Je me suis dit, là, si c'était moi, en fait, enfin, pourquoi? Déjà, moi, je l'ai vécu très injustement en me disant, déjà, la vie, elle est horrible. Et puis moi, pourquoi c'est pas moi qui suis parti, en fait? Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce qui justifie que moi je sois encore là et que lui soit plus là? Ça aurait pu être l'inverse. Donc j'avais l'impression presque on pourrait dire de pas mériter, enfin je sais pas, d'avoir honte de que moi je continuais et que lui non. Enfin c'était de cet ordre-là, hein, pour vous dire. Donc voilà l'état actuel des choses. Enfin comment je me sentais à cette époque-là. La mort nous renvoie toujours à nous-mêmes. Donc c'est sûr que effectivement il y a le côté pourquoi lui, pas moi, et du coup j'imagine que c'est ça qui ensuite t'a permis de rebondir. Mais c'est si j'ai moi cette chance de toujours être là, qu'est-ce que j'en fais quoi? Exactement. Ça, c'est des leçons de vie que j'ai appris encore dernièrement, que j'avais plus ou moins pressenti, mais qui m'ont permis d'aller encore plus loin dans cette perception-là. Disons que là, la grosse claque que je me suis pris derrière, c'est des rencontres. Ouais, des rencontres. J'ai eu une opportunité du coup d'aller voir Anthony Robbins pendant 5 jours. Donc j'ai fait son initiation Unleash Your Power Within, libère ton pouvoir intérieur. J'avais déjà vu un peu de ses audios, etc. J'avais commencé un petit peu à aborder la personne de loin. Et puis là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais vivre cette expérience, on va aller marcher sur le feu, et puis je vais pouvoir voir... Ouais, marcher sur le feu, ouais, c'est ce qu'il propose pendant ce séminaire. Je sais pas s'il le propose encore en présentiel maintenant que le Covid est derrière nous, j'espère. Mais en tout cas, ouais, grosse expérience. Et puis surtout des rencontres sur place, parce que du coup, pour me véhiculer jusqu'à Rimini, puisqu'à l'époque c'était une session qu'il avait organisée à Rimini en Italie. Et du coup, j'ai fait la rencontre de Martine Clavelli, donc une de mes mentors en fait, qui m'a beaucoup enseigné sur tout ce que je sais aujourd'hui, une grande partie. Et donc du coup, heureusement qu'elle a été là aussi après, parce que forcément ce genre de séminaire sur 5 jours, autant vous dire qu'il
un effet qui se coule, c'est-à-dire que bah forcément hein, on vit des choses extraordinaires, puis après il y a ça rechute quoi, hein, il y a un down, hein, de toute façon il peut pas y avoir un haut sans un bas, donc tout est équilibre et donc là forcément la chute derrière, heureusement que j'étais accompagné et qu'elle était là derrière moi, etc. Mais en plus bah voilà c'était frais, hein, Alexandre, c'était il y a quelques mois qu'il était parti par rapport à cette période de séminaire, donc c'était un peu comme je sais pas, comme si ça avait été présenté sur ma voie à ce moment-là, pour aller de l'avant, et comme si Alexandre, d'une certaine façon, m'avait tendu une perche pour me relever, peut-être voir un autre aspect des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que, alors c'est facile à dire, hein, ça reste de la théorie, et à l'époque, peut-être que je l'aurais pas accepté, maintenant c'est plus facile avec du recul, mais c'est de se dire qu'en fait, dans la vie, tout est équilibre, tout est aligné, tout est ajusté, et il n'y a jamais avantage sans inconvénient. Si on s'amuse à retirer dans une situation l'avantage ou l'inconvénient, en fait, on est dans une illusion, on est dans un fantasme. Les jeunes aujourd'hui qui disent « Oh, bah, je vais faire une entreprise, je vais démarrer l'entrepreneuriat », et puis qui voient que le côté sexy de l'entrepreneuriat, mais qui voient pas tous les inconvénients, pour eux, hein, parce qu'après ça peut être très personnel, bah en fait, à un moment ou un autre, il va y avoir une prise de conscience qui va être douloureuse, parce que c'est là où ils vont revoir toute la réalité dans son ensemble. Pas que la partie sexy, mais tout l'ensemble de la réalité. Tout comme des personnes qui voient que le côté négatif, que les inconvénients, mais qui voient pas le côté positif, le côté, l'avantage de la situation. Et donc là, c'était le cas. J'en voyais que l'inconvénient. La vie est injuste. Pourquoi moi, je voulais expliquer. Et là, bon, à chaud, hein, c'est pas évident, mais avec du recul, j'ai pris conscience que il y a eu un cadeau en fait derrière ça, même si c'était un cadeau, comme j'aime le dire, très très mal emballé. Sur le coup, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau. Il y a eu cette vraie question de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire de cette situation ? Ça me fait penser à cette citation qui dit finalement c'est pas tant les choses qui vous arrivent qui va influencer votre vie, c'est comment vous allez réagir face à ces choses qui vous arrivent. Qu'est-ce que vous faites de ces choses-là ? Dit d'une autre façon, peut-être un petit peu plus sexy, Patrick Bruel à l'époque quand il faisait les pubs sur le poker, il disait ce qui compte c'est pas les cartes que vous avez en main, c'est qu'est-ce que vous en faites. Et c'est vrai que des fois, on voit certaines personnes, on se dit waouh, bah je parierais pas sur lui quoi. Quand je vois son jeu, il y a pas grand-chose pour faire un full ou une canne flush royale, encore moins. Et pourtant, par rapport à la situation, ils vont sortir leur épingle du jeu et ils vont réussir à faire un truc de fou. Et donc, bref, je reviens sur cette situation. Du coup, quel est le cadeau en fait qui se cache derrière ça ? Et sur le coup, je me suis dit, mais en fait, moi, je l'ai toujours trouvé hyper inspirant, Alexandre. D'une part parce que bah je l'ai jamais vu se plaindre. Il a toujours été là à fond, toujours positif en fait, vraiment cette personne solaire, souriante, posée, sur laquelle on peut s'appuyer, toujours le petit mot pour rire, humble, posé, voilà, et vraiment jamais à se plaindre, toujours positif, hein, vraiment ça, je garde cette image de lui. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il voudrait lui, enfin si on imagine qu'il y a un après, est-ce qu'il voudrait que je me lamente ou est-ce qu'il voudrait que je donne le meilleur de moi, enfin comment je pourrais honorer en fait sa mémoire et lui montrer que peut-être cette vie qui moi me reste à vivre contrairement à lui, comment elle peut donner du sens en fait, comment elle peut moi donner du sens à ma propre vie et comment elle peut au passage honorer sa mémoire. Et quand j'ai eu cette vision là, ça a changé en fait le point de vue et je me suis dit mais j'aurais pas fréquenté cette mort, j'aurais pas eu toute cette perception là et cette profondeur là de la vie en fait, parce qu'à l'époque j'étais aussi quand même beaucoup bringueur, je sortais beaucoup en boîte de nuit. Je pense que le fait que les parents quand même par beaucoup de peur et d'insécurité nous ont beaucoup limité à sortir, et en même temps là aussi avantage inconvénient, hein, je veux dire ça nous a, moi, dans ma perception, je me suis senti un peu bridé, enfermé, mais en même temps, ça nous a peut-être aussi évité de fréquenter des mauvaises fréquentations qui auraient pu nous amener à faire des bêtises ou quoi que ce soit. Mais du coup, quand j'ai eu cette possibilité-là, c'était comme, je vais récupérer tout le temps perdu, et donc, dès que j'avais la possibilité, je sortais en boîte, puis voilà, alcool et compagnie, et donc là, j'étais pas du tout sur mon X en termes de santé, là, c'est clair, et puis, à un moment donné, là aussi, je pense, c'est dans cette période-là, grosse baffe, un soir, c'était comme s'il y avait un arrêt sur image. Je revois encore ce moment, hein. C'était à l'époque où j'allais beaucoup en vacances en été à
à Marseille en plage. Donc c'était un petit coin sympa, j'y allais avec des potes et tout, et là on était en boîte de nuit, et je vois les gens en fait en train de danser, etc. Tous, la plupart plus ou moins bourrés, hein, typiquement. Et puis là, moi, peut-être je l'étais aussi, mais en même temps, je prenais ce recul-là et je disais, mais à quoi bon en fait? C'est quoi le sens de tout ça? Alors qu'à l'époque, je vous aurais dit, mais je vais danser jusqu'au bout de la nuit et jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, pour moi, je vais vivre la nuit et je vais dormir le jour. J'étais complètement décalé. Et là, ça avait plus de sens en fait, ça avait plus de saveur. Je disais, mais en fait, je parle à des gens. C'est tout fake en fait, il y a pas une vraie discussion profonde comme là on peut avoir. On n'échange pas des choses vraiment sérieuses, authentiques. Souvent, la plupart, c'est des personnes, le lendemain, vous les recroisez, ils se souviennent même plus de vous. Enfin, et là, j'ai dit non, stop, je veux plus de ça. C'est quoi cet environnement, cet univers? Alors, ça veut pas dire que on peut pas, dans le monde de la nuit, avoir des super belles rencontres, hein. Bien sûr, bien sûr. Je veux pas non plus tout éliminer, hein. J'ai dans le monde de la magie justement où j'interviens souvent des fois en soirée, j'ai fait aussi des super rencontres. Mais là à cette époque-là, c'était temps que justement je récupère l'autre partie que j'avais pas perçue parce que je l'avais trop mis sur un piédestal et là j'ai eu le petit effet qui se coule de me dire ah ouais, c'est pas si nice que ça. Et puis qu'est-ce que je laisse derrière? Ma vie elle a aucun sens là-dedans. Enfin en tout cas à la quantité une fois de temps en temps, voilà. Mais là, c'était trop. T'étais arrivé au bout du truc. C'était pas bon pour ma santé. Et donc, je suis arrivé au bout du truc, j'ai mis un peu l'eau là. En plus, de toute façon, la plupart de mes potes, ils étaient en couple, voire ils étaient devenus parents. Donc, ça m'a permis aussi plus facilement de plus avoir j'avais plus d'invitation, plus de, allez, vas-y, viens, Christian, on sort tous ensemble et tout. Bah non, il y avait plus cet effet de groupe, cet effet de masse. Donc, ça a été facile d'arrêter et puis de me concentrer vraiment sur ce qui m'inspirait. Et donc, là, j'ai changé mes week-ends par, des week-ends de séminaires, de formation, où je me suis formé, notamment, donc, dans la programmation neurolinguistique, dans le coaching, dans la thérapie, dans tout un ensemble d'outils qui permet de transcender en fait le potentiel humain. Parce que je suis convaincu qu'on a tous un potentiel, mais encore faut-il en avoir conscience. Et puis peut-être des fois, c'est tout bête, mais il peut y avoir une perception sur soi-même ou sur la situation qui fait que on va pas mobiliser ce potentiel-là face à cette situation. Parce qu'on en a pas conscience et donc du coup c'est difficile de mobiliser quelque chose qu'on sait pas qu'on a, ou alors on a une vision erronée de la situation qui fait que du coup on la positionne peut-être supérieure à nous et donc du coup on va même pas tenter, on va même pas oser. Et donc du coup on va soit procrastiner ou alors on va même abandonner directement avant même d'avoir commencé. Et donc là je me suis dit oui, il y a quelque chose à faire pour optimiser ce potentiel et pour donner toutes les chances aux rêves qui en valent la peine d'être concrétisés, parce que encore une fois il peut y avoir aussi des rêves encore une fois qui viennent du fantasme que la société nous a vendu, qu'on nous a dit que tiens ça serait bien, et puis on l'achète et puis après on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout le rêve qui est le nôtre. C'est la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Il y en a beaucoup qui pensent avoir réussi dans la vie, ils ont coché toutes les cases, le chien, le chat, la maison, les enfants. Ils ont tout pour être heureux et puis ils comprennent pas pourquoi ils sont malheureux, et limite ils se pensent anormal en fait parce qu'ils se disent pourtant ça serait comme si j'avais, comme on dit, j'ai une cuillère dans la bouche, en or, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut, là, j'ai tous les avantages, et je devrais être heureux, je suis ingrat de penser ça. Et en fait, non, si le cœur, il te dit, là, il y a un truc qui vibre pas, c'est qu'il y a de fortes chances qu'en fait, il est pas à côté de quelque chose, il est pas en phase avec véritablement ce qui l'inspire et ce qui le fait vibrer. Et donc, du coup, forcément, ça crée un décalage, et encore une fois, l'extérieur, oui, mais ce qui compte, c'est surtout, cette connexion avec son monde intérieur. C'est quoi la phrase que tu m'as dit un jour que je te laisse la dire? Elle a bercé toute ma vie. Elle est même plus forte que certains séminaires, hein, parce qu'elle résume en 3 phases finalement l'essentiel. C'est une citation de Louis Fernandez qui dit: le cœur donne la direction, la tête la solution et le corps la concrétisation. Et c'est véritablement ça. C'est-à-dire que je pense que on a tendance des fois dans cette société justement où on met beaucoup sur un piédestal le mental, le coefficient intellectuel, le côté très la tête. Alors je dis pas qu'il faut pas la tête, hein, la tête est importante, mais encore faut-il donner le bon rôle aux bonnes personnes. C'est ça. La tête est au service du cœur. La tête est au service du cœur et pas l'inverse. Et la plupart du temps, les gens, c'est l'inverse. Ils prennent une direction avec la tête et puis après ils essayent d'ajuster le cœur tant bien que mal et puis allez, vas-y.
c'est correct, vas-y. Puis je vais essayer. Il faut bien que je sois content, voilà. Il faut bien que je m'y acclimate. Bon, au pire, si t'es pas content, vas-y, viens, on va prendre une taille d'alcool, on va aller en boîte, et puis ça ira mieux. Et puis du coup, il y a tous les vices qui vont arriver pour essayer d'oublier un peu ce que le cœur est en train de nous chuchoter gentiment, jusqu'à ce qu'il le gueule très fort. Souvent, ça se passe autour de la quarantaine, d'où la fameuse crise. Voir que maintenant même les chiffres montrent qu'il commence à y avoir la crise de la trentaine, donc on voit que ça commence même à reculer. Ouais. Et en même temps, c'est pas plus mal, hein, parce que comme ça, plus vite l'alarme est sonnée et plus vite on peut se remettre en question et puis profiter des années qui nous restent à vivre, sachant qu'encore une fois, comme mon histoire l'explique, ça peut aller plus vite que prévu. Donc comme quoi rien n'est assuré. Le nombre de personnes que j'ai entendu avoir s'être battues pour atteindre la fameuse retraite et puis finalement être décédé peut-être 1 an après la retraite ou presque quasiment des fois quelques jours après. Ah, ouais. C'est horrible. Il s'est battu toute sa vie, il a épargné et tout. Il s'est dit maintenant je vais savourer, c'est le temps du plaisir. Bah non, terminé. Fin de chantier. Un bon soldat. On ferme la boutique et c'est fini. C'est horrible. Donc d'où et je comprends de plus en plus les jeunes qui s'autorisent même maintenant à prendre une retraite, mais c'est peut-être les meilleurs moments pour justement se questionner, découvrir le monde, faire des rencontres. C'est ça en fait qui va être hyper intéressant. C'est pour ça que je crois beaucoup au concept de mini-retraite. On en avait déjà parlé sur la chaîne, mais ouais, définitivement. Et puis aussi toute la génération YOLO, ça vient de là aussi. Donc YOLO, you only live once, donc vas-y, fais-le. Ce qui des fois du coup peut rentrer un peu en contradiction parce qu'on est retourné, comme tu disais tout à l'heure, la vie c'est un équilibre et on est parti d'un extrême à l'autre. Où là maintenant on a beaucoup de gens qui sont dans la vingtaine, qui vivent le tout pour le tout et qui se disent de toute manière on n'aura pas de retraite, on n'aura rien. Et par contre, et c'est là qu'avec Trilem on essaye de réajuster le tir. Donc en même temps, oui c'est important d'être épanoui et de tout de suite profiter de sa vie, mais en même temps il y a des stratégies qu'on peut mettre en place et que si elles sont faites avec sens pour nous, elles sont même pas douloureuses à mettre en place. En fait, c'est même cool. Moi, j'adore. C'est des bonnes stratégies pour toi qui sont cohérentes. C'est trop cool. Et du coup, trouver un équilibre là-dedans. Fait que là, c'est un peu tout l'enjeu de Trilem en fait. Hein, c'est ce qu'on essaie de proposer. Et là, je pense que déjà, au travers de cette discussion, les gens comprennent qu'est-ce que toi tu apportes à ce triangle-là avec tout ce bagage de vie en fait qui met l'emphase sur l'importance d'être aligné dans sa vie professionnelle. Dans sa vie tout court, après professionnelle aussi parce que c'est beaucoup le sujet qu'on a abordé. Tout est lié, ouais. Ouais. Et donc du coup, est-ce que aujourd'hui, alors à moins que j'oublie une partie importante, là on est rendu à aujourd'hui à peu près. Mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit et clore sur cette citation, tu vois, c'est vraiment ça. Donc le cœur va donner cette direction. La tête ensuite, logiquement, va trouver des alternatives, des stratégies. Et là encore une fois, tu fais bien de le dire, toute stratégie n'est pas forcément adaptée à nous. Souvent, les gens qui vont nous prôner une stratégie, c'est une stratégie qui a peut-être fonctionné pour eux s'ils l'ont appliquée. Et il y en a hélas malheureusement qui l'ont même pas appliqué, qui font juste la prodiguer. Et après, même s'il l'a appliqué et que ça a fonctionné pour lui, c'est pas dit que ça fonctionne pour vous. Donc c'est toujours se dire et arrêter. Et moi je suis beaucoup tombé là-dedans, le syndrome du bon élève où on applique parfaitement ce qu'on nous a enseigné à la lettre, alors que non, c'est comprendre la grande logique qu'on essaye de nous communiquer au travers de l'enseignement, mais après, comment je peux me l'approprier et la faire mienne, en fait, pour que, du coup, mon cœur, donc ça, il y a que moi qui pourra le définir, hein, où ça va être de l'écoute de soi, ça va être de la conscience de soi, c'est tout un ensemble de processus qui vont permettre de mettre en conscience ces appels, hein, j'ai envie de dire, un appel de l'âme, un appel du cœur. Et puis si on regarde bien, ça fait comme Hansel et Gretel, hein, il y a des traces, il y a des graines qui ont été semées depuis tout petit. Moi j'insiste sur un point, c'est que c'est pas quelque chose à trouver, c'est quelque chose à retrouver ou à découvrir. Et dans le découvrir, il y a vraiment cette idée de c'est couvert. Hein, et découvrir, c'est ôter ce qui couvre. Donc, une fois qu'on a ôté ce qui couvre, ce qui est caché, on le voit en fait. Parce que chercher quelque chose, trouver quelque chose, déjà, c'est est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il est là,
Et il y en a qui pensent qu'il y a rien. Et puis, où c'est? Et il faut que je cherche. Non, là, c'est sous vos yeux, en fait. C'est là depuis tout petit, parce que je pense que l'enfant, il est déjà connecté à ça. C'est juste qu'en grandissant, il le perd, il l'égare. Et bien souvent, c'est revenir à l'essentiel. C'est pas tant du développement personnel, dans le sens où on ajoute des choses, c'est peut-être tout plus du dépouillement. Revenir à soi, revenir à cet essentiel. Et à partir de là, le cœur a trouvé la direction, la tête trouve la solution adaptée et pertinente par rapport à soi pour rendre cette direction que le cœur a donnée tangible, concrète, et là, le corps passe à l'action. Et le corps passe à l'action parce que, justement, ces deux éléments antérieurs, précédents, ont été validés. Et si on passe tout de suite à l'action sans avoir pris le temps de prendre une direction avec le cœur, ou avoir trouvé une solution concrète, étape par étape, avec la philosophie des petits pas, etc., pour actionner après, le corps, il va pas se mettre en action. C'est pas possible. Ou alors il va le faire, mais de façon très éparse, dans tous les sens, ça va être très chaotique, et il y a de fortes chances que la personne se décourage, et finalement on se dise, en fait, laisse tomber, quoi. Donc voilà, c'était juste pour aller jusqu'au bout de cette citation que je trouve vraiment dans toutes les étapes. Mais oui, après, la vie, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a plein de facettes, et en effet, il y a la vie professionnelle, il y a la vie personnelle. Nous, à travers Trilem, on aime cette idée que, encore une fois, la vie financière est décorrélée de la vie professionnelle, que c'est à voir comme un tout, en fait, parce que, oui, on peut façonner sa vie professionnelle, la designer, mais tant qu'à faire, il y a un étage encore au-dessus, c'est designer sa vie, en fait, pour voir globalement qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et après, dans cette vie au global, quel va être l'espace de ma vie professionnelle déjà dans celle-ci, et quelle forme elle va avoir, du coup, pour que, toutes les pièces du puzzle puissent s'emboîter correctement. Si on est trop focus sur sa vie professionnelle, mais qu'après, c'est pas pris en considération avec tous les autres aspects, d'un point de vue plus holistique, eh bien, en fait, il y a des fortes chances qu'il y ait des contradictions avec ces valeurs, parce que ça va plus matcher, soit parce que, je sais pas, imaginons quelqu'un qui est très centré famille, et puis qu'il est avec un job qui est en déplacement, qui l'amène à tout le temps être à droite, à gauche, il risque d'y avoir une problématique entre sa vie professionnelle et sa vie perso. Donc comment pouvoir déjà mettre en évidence tous ces éléments-là pour que du coup on puisse designer sa vie avec cohérence et avec congruence par rapport à ce qui fait sens pour lui. J'aime beaucoup, moi cette notion, elle m'a vraiment frappé, c'est toi qui me l'as d'ailleurs apporté, cette notion que la vie professionnelle et la vie financière, c'est deux choses qui peuvent être décorrélées. Et en fait, tu vois, je me faisais le parallèle dernièrement, je me disais c'est un peu comme un entrepreneur, en fait un solopreneur qui veut passer au stade suivant. Parce que quand tu es solopreneur, tu fais tout seul. Et il y a forcément dans ton activité des choses qui sont moins le fun. Et à un moment, tu arrives à certaines limites, en fait, des limites temporelles, des limites de compétences. Et pour scaler ton business, il faut, et ça peut être contre-intuitif parce que tu as l'impression que tu es déjà tellement pris par l'argent que tu peux pas nécessairement dépenser pour un salaire supplémentaire alors que tu vois, tu es déjà peut-être pas aussi rentable que tu aimerais l'être. Mais en faisant ça, en allant chercher le talent qui te manque, qui te complète et qui peut t'amener du coup plus de temps, tu vas scaler ton entreprise. Et du coup, l'argent, c'est un employé. Moi, je le vois comme ça. Donc, tu peux rester solopreneur toute ta vie et travailler pour l'argent et jamais être capable de scaler. Ou tu peux comprendre que l'argent, c'est un employé qui peut travailler pour toi. Tu le fais bosser, il va te complémenter et ça va te permettre, toi, de faire moins ce que t'aimes, ce qui t'apporte pas grand chose et pouvoir vraiment te concentrer sur ta plus-value, sur ce que toi t'apportes. Donc cette notion, mais l'argent c'est même pas, c'est un employé mais tu sais très efficace, c'est comme une armée d'employés après parce que plus l'employé il se développe, plus ton argent se développe et plus ta force de frappe devient importante et intéressante et plus toi tu vas pouvoir vraiment te peaufiner dans ta vie professionnelle, te dire ok moi c'est ça le truc que je veux faire et si c'est pas le plus rentable c'est pas grave parce que derrière j'ai ça qui tourne. Et ça, pour moi, c'est vraiment c'est game changer complètement. Parce que le jour où tu le captes, ensuite que tu sois capable de le mettre en place via des stratégies, forcément, tu deviens plus libre. Même si tu continues de travailler, même si tu pars pas à la retraite, parce que dans la liberté, on imagine quelqu'un qui bosse plus, qui a plus rien à faire, mais c'est pas forcément même inspirant. Quelqu'un qui fait plus rien, c'est quelqu'un à la limite qui se faisait chier, tu vois, ou qui se fait chier. Alors que pouvoir faire ce qu'on veut et pouvoir arrêter quand on en a envie, prendre les pauses qu'on a besoin parce que mini-retraite, parce que vas-y tiens ça me tente plus et parce que derrière tu sais que tu as l'argent pour le faire, c'est incroyable. Tu peux vivre le restant de ta vie professionnelle en étant parfaitement libre. C'est clair. Ouais.
La vie professionnelle, c'est un gros levier pour aller chercher de l'argent, comme on l'avait déjà expliqué, que ça soit entrepreneurial ou salarial. Peut-être le salarial, encore aujourd'hui, moi je l'utilise, parce que c'est un levier qui facilite et qui permet d'atteindre un certain niveau, mais après on est vite bloqué en fait, il y a un plafond de verre en fait. Et puis d'ailleurs qui est pas forcément intelligent, parce que moi je le vois bien, par rapport justement aujourd'hui, j'ai pu reprendre après plusieurs années d'entrepreneuriat suite Covid, j'ai repris du coup une activité salariale basée du coup sur mes diplômes. Je vois que d'autres personnes ont fait des écoles, etc. Bah du coup, ils sont pas, au niveau de la grille salariale, ils sont valorisés à un plus gros salaire. Sauf que qu'est-ce qu'on regarde souvent là en tout cas, je pense à des personnes en France. précises, en France, et puis même plus précisément dans mon activité professionnelle actuelle et dans mon équipe, il y a des personnes qui méritent le salaire, en tout cas à mes yeux, qui méritent, d'autres ils ont le coefficient, ils ont ce qu'il faut pour avoir cette fiche de paye, mais derrière on sent que c'est pas forcément les personnes les plus en train, qui vont véhiculer des énergies positives, qui vont essayer d'aller chercher des choses, mais pas de problème, de toute façon la paye elle tombe à la fin du mois. Alors qu'un entrepreneur ça marche pas en fait. Et c'est là où on se dit bah ouais, mais si j'ai l'idée, si j'ai le courage, si j'ai la volonté, bah en fait on peut vite dépasser ce palier en fait, et prouver par justement la valeur que je vais apporter à mes clients que je mérite plus. Et c'est là où moi je trouve que dans ce monde du salariat il y a des incongruences, parce que encore une fois la personne peut, alors peut-être pas dans tous les salariats, mais moi en tout cas là c'est quand même quelque chose d'assez sécurisé, c'est un CDI, faut vraiment faire des grosses bêtises pour te faire virer. Bah si la personne elle veut traîner un peu la patte, voilà, ça va pas la bloquer, elle aura sa paye à la fin du mois. Et du coup qu'est-ce qui valorise le fait quelqu'un qui va donner un petit peu plus. Donc bref. Donc c'est important d'intégrer que oui, le salariat c'est un outil, l'entrepreneuriat aussi, mais en effet les investissements qu'on peut avoir à côté peuvent permettre justement de décorréler ces deux argents, et peut-être même développer un projet, c'est ça que j'avais en tête, qui peut-être n'a pas pour vocation à être rentable. C'est vrai. Pourquoi pas? Mais pourquoi toujours aller chercher cette rentabilité? Des fois, c'est ça aussi, On veut tout de suite faire de l'argent, etc. Des fois, ça peut être juste un projet du cœur, en fait. Un projet qui me fait vibrer, voilà. Il y a peut-être pas cette rentabilité, ou en tout cas peut-être pas à court terme, mais qui va être à très 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 long terme. Comment je fais peut-être pour avoir d'autres business ou d'autres solutions, d'autres stratégies qui vont me permettre d'avoir cette rentabilité, mais du coup, pouvoir aller et mettre des billes dans ce projet-là qui va pas être rentable tout de suite. Ça, c'est hyper intéressant, et je pense qu'il y a des entreprises même qui ont plusieurs facettes, vont avoir plusieurs pôles dans l'entreprise et vont tester un truc, un peu comme une sorte de projet laboratoire, et heureusement que toute l'entreprise s'appuie pas là-dessus, parce qu'il coulerait. Par contre, heureusement, ils peuvent s'appuyer sur d'autres éléments, d'autres piliers bien solides, bien construits, qui sait que ça, c'est la partie juteuse de l'entreprise, et donc du coup, ils vont pouvoir peut-être innover, tenter des choses, et qui va être peut-être plus en lien avec le cœur, avec quelque chose qui est connecté avec les valeurs de l'entreprise, etc. Si on ramène ça à un individu, bah c'est ça en fait, la notion de side project, où si aujourd'hui vous êtes dans une activité perso qui vous inspire plus vraiment, vous faites ce salariat, comment on peut commencer à progressivement s'intéresser, à regarder d'autres projets et mettre en place des choses pour que in fine ça soit votre nouvelle activité de cœur qui prenne toute la place. Voilà. Bref. Mais c'est hyper intéressant de sortir un peu de ce « il faut à tout prix que je gagne ma vie ». Soyez rassurés, vous êtes en vie, il n'y a pas à la gagner cette vie. Maintenant, on l'avait déjà gagné. Oui, on a besoin d'un revenu. Et encore une fois, encore faut-il faire les calculs, parce que tout le monde n'a pas le même besoin. Et puis, est-ce que c'est une envie ou un réel besoin? Là aussi. Donc, il y a tout ça à calculer, et après, qu'est-ce qu'on met en place pour y aller, quoi. Moi, je rapproche ça beaucoup à la notion de risque en investissement, en fait. C'est-à-dire que quand on a, comme tu disais, un pilier qui génère, donc ça peut être l'équivalent de, mettons, t'as un ETF SP500, voilà, un truc posé, machin, et derrière, toi, tu peux avoir une partie de ton portefeuille, si le gros est bien sécurisé, où tu vas pouvoir prendre du risque. Et avec la notion de risque, il y a la notion de vie, il y a la notion d'aventure, il y a la notion de potentiel. Et les plus belles performances, tu vas les chercher dans ce risque-là. Mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire si tu fais all-in risque, c'est possible. C'est comme quelqu'un qui lâche son emploi et qui dit, vas-y, je tente mon entreprise, mais il n'y a rien de fait.
Ça peut marcher sur un malentendu, comme avec la crypto, mais tu peux aussi te casser les dents. Donc, la solution du milieu est intéressante de dire je garde un salariat, ce qu'on est en train de faire tous les deux. On a un salarié à côté qui paye les factures, qui permet de générer du revenu qu'on peut investir pour mettre en place des stratégies. Et derrière, il y a la notion de risque par le projet Trilem, par ton projet professionnel. Et je voudrais qu'on finisse là-dessus parce qu'avant Trilem, donc tu avais créé ton entreprise, ton projet de cœur. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement et peut-être si ça intéresse des gens, d'ailleurs on pourrait mettre un lien en description pour que tu puisses toi les accompagner. Oui, avec plaisir. Le nom que je lui ai donné à l'époque, c'est toujours Rayonnaissance. C'est un mot un peu inventé parce que du coup, à défaut de te trouver un nom qui représente, je trouvais que ça avait du sens, renaître de ses cendres à quelque part, un peu comme un phénix. Et puis parce que j'aime beaucoup cette citation de Mark Twain. Les 2 jours les plus importants dans sa vie, c'est le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Et dans une autre mesure, je sais plus c'est de qui dit... on a 2 vies, la deuxième commence quand on sait qu'on en a qu'une. On a 2 vies et la deuxième quand... Exactement. Voilà. Les deux, Oscar Wilde, j'hésitais à les mettre... Ouais, Oscar Wilde, t'as raison. Je crois que c'est ça. Et donc c'est ça en fait, c'est d'accompagner finalement les personnes et particulièrement les salariés parce que je l'ai été et puis je le redeviens là par la force des choses et donc du coup je suis conscient des blocages, des freins qui peuvent se présenter à nous en fait. Mais c'est que derrière il y a des solutions, on peut mettre en place des choses plutôt que de rester résigné, j'ai envie de dire, à se dire bon bah de toute façon je fais quoi d'autre. Il y a des questions qu'on peut se poser et ça peut s'accompagner pour justement faire des prises de conscience et donc oui c'est très important parce que ça permet comme ça de se reconnecter au travers de ces questions à ce qui est vraiment important au niveau du cœur et à partir de là commencer à mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de sortir de cette activité qui est peut-être plus en phase, dans laquelle finalement on n'a pas vraiment, si ce n'est un salaire, quelque chose qui nous inspire vraiment et donc comment on peut réaligner sa vie sur un vrai projet en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas tant le problème être au chômage ou être en emploi, c'est est-ce qu'on a un projet ou est-ce qu'on en a pas. Si on a un projet, après c'est plus qu'une question de temps pour passer à l'action et concrétiser ce projet. Et là, il y a le mindset qui rentre en jeu parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des freins. Et comment vous faites face justement à cette adversité, à ces obstacles? Comment vous restez connecté? Comment vous restez en phase avec vous pour pouvoir, étape par étape, concrétiser pierre après pierre ce projet et lui donner vie en fait. Voilà, c'est ça qui m'inspire et que je vais pouvoir faire d'une certaine façon au travers de Trilem, hein. Mais au travers de Rayonnaissance, c'est vraiment de l'orientation professionnelle, même si maintenant, ce qui m'inspire le plus au-delà, parce que je suis pas, enfin, pour moi, c'est pas là où je vais apporter le plus de valeur sur le fait de préparer une lettre de motivation et un CV. Ma vraie force, c'est de permettre à la personne de découvrir son potentiel, ses talents, et après de définir un projet dans lequel elle va pouvoir mobiliser ses talents et où elle puisse se retrouver elle, dire ah oui c'est ça, mais en plus je le savais au fond de moi. Je pense que la plupart en fait ont conscience mais n'osent pas se l'affirmer en fait et des fois quand il y a une personne extérieure permet de mettre le doigt là-dessus, ça donne quelque chose de très puissant, quelque chose que j'ai pu vivre à titre personnel, ça donne une autorisation qu'on s'était peut-être pas donnée. Et là, du coup, on se dit, ok, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi, en fait, je suis pas passé à l'action. Et on se sent légitime. On a envie d'y aller. Et on y va, en fait. Et des fois, ça demande du soutien parce que ça te prend du courage de remettre en cause un statu quo dans lequel on est plus ou moins confortable. Pour quelqu'un qui est vraiment à l'étroit, ou pour qui c'est vraiment difficile, il traîne les pieds, il va au travail à reculons, etc. tous les matins, à quelque part, ça peut être facile de se dire on met un stop à ça. Peut-être le pire, c'est quand on est dans cette fameuse prison dorée, où finalement on a ce confort, et oui, c'est confortable et en même temps, je suis en prison, quoi. Et puis bon, peut-être l'ambiance, l'environnement est pas top, mais bon, l'un dans l'autre, ça va. Correct. Un disaient les Québécois. Plus 1, moins 1, bon, finalement, on revient à 0, mais bon, à 0, on va pas bien loin. Et donc, du coup, voilà, c'est correct, mais bon, c'est pas du coup, ça donne une vie correcte, pas extraordinaire. Moi, j'ai envie de me dire, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui continue à m'inspirer aujourd'hui, c'est d'arriver à la fin de ma vie, et quand je dis la fin de ma vie, c'est vraiment mon dernier souffle, hein, et de me dire, si je me retourne, de rien regretter, avoir aucun regret. Parce que je pense que les échecs, on peut en faire, c'est pas un problème, et à la limite, je pense pas que ça soit ça, à la fin de notre vie, qui nous fait dire, oh là, j'ai échoué. Non,
C'est ça, j'ai toujours rêvé de le faire et je l'ai pas fait. Le temps passe vite, les amis. Et en vrai, des fois, on se dit, mais un rêve qui a pas de date, ça peut pas être un objectif. Et ça reste un rêve. Un rêve qui peut-être pourrait transformer votre vie, transformer encore pire la vie des autres. Encore mieux, peut-être. Et non seulement votre vie, et peut-être impacter plein d'autres vies. Et ça, des fois, on s'interdit de le mobiliser, de le concrétiser. Et c'est triste, en fait. C'est presque très égoïste, d'une certaine façon. Donc, pensez à vous, pensez aux autres. Et si la vie ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, vous a remis entre les mains ce potentiel, comme le dirait l'oncle de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc c'est hyper important de prendre conscience de tout ça et puis de se dire, voilà, c'est possible de mettre en place des choses. Et c'est ça qui m'inspire, du coup, c'est ce life design. C'est comment je peux redevenir le co-créateur de ma vie. Et pas d'être dans le projet, dans ma vie, et tellement la tête dans le guidon que je suis focus là-dessus. Et puis ma vie, finalement, elle est un peu random et on prend pas le temps de la concevoir. J'avais entendu cette anecdote comme quoi les Français, c'était les premiers à préparer leurs vacances, et puis ils ont une vision très précise de où est-ce qu'ils vont aller. Je le revois là avec mes collègues. C'est très clair à chaque fois. Oui, j'irai là, j'ai réservé, je vais faire ma croisière, je vais faire mon truc. Ça, c'est cadré. Mais quand on leur dit, dans ta vie, dans 2, 3, 4, 10 ans, tu te vois où? Il n'y a pas de vision, c'est pas clair. Ils se laissent un peu porter par les opportunités, le vent, etc. Mais il n'y a pas un cadre. Alors je dis pas qu'on va millimétrer comme un militaire, etc. Mais on peut pas identifier une opportunité si on n'a pas pris le temps déjà d'identifier ce qui est une opportunité pour nous. Quitte peut-être à se laisser au dernier moment la possibilité de switcher, si vraiment on sent que ça nous parle, etc. Mais un peuple sans vision, c'est un peuple qui périt en fait. Une vision est essentielle. Puis, on dit en anglais, if you fail to plan, you plan to fail. Et ça, pour moi, c'est... Alors après, la notion de fail, on pourra en discuter, mais overall, moi, ce que la vie m'a enseigné, c'est que si je choisissais pas, les autres allaient choisir pour moi. Ah ça, alors tu peux pas dire mieux. C'est donc, exactement ça. Choisissez pour vous, les amis, c'est vraiment ça. Si vous prenez pas conscience de qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, vous allez vous faire injecter les valeurs de la société, des autres, etc. Et ils vont vous dire ce qui a de la valeur pour vous. Pareil, les employés, bien souvent, ils travaillent pour le projet du patron, pour le rêve qui lui a pris le temps de définir sa vision. Lui, il l'a bien planifié. Et lui, il aspire finalement des énergies de plein de personnes, du temps de plein de personnes, des choses que l'énergie ça revient le lendemain, mais le temps ça revient pas. Donc il vous aspire votre valeur la plus précieuse en échange d'une monnaie qui, si on reste en fiat, dépérit grandement. Donc quand on regarde tout ça avec un peu de recul, on se dit ah oui. Alors que si vous mettez cette énergie, cet argent, ce temps... après ça dépend, parce que je pense qu'il peut y avoir, comme on l'a fait nous, il peut y avoir des trades honnêtes, il peut y avoir des trades honnêtes, où il peut y avoir un partenariat gagnant-gagnant, où on va même développer des skills au travers de son activité salariale, et au final, à la fin, on ressort. Voilà, on peut pas dire que on repart en boitant, on repart dignement. Mais pour beaucoup de personnes, malheureusement, c'est triste. Et alors que si ce temps, cette énergie était investie dans un projet qui les inspire, d'une part, que le projet aboutisse ou pas, la transformation au sein de ce voyage, elle est juste unique. De pouvoir vous retourner dessus plus tard en disant ouais, ça je l'ai fait, waouh, c'est dingue, et j'en suis tellement fier. Et ça a abouti, ça a pas abouti, encore une fois, ça c'est que une conséquence, mais j'ai envie de dire c'est le plus important, c'est le chemin. C'est le chemin, les amis. Et c'est ça qui va faire que on va devenir cette personne qu'on aspire à devenir. Pour en parler pendant des heures. Parfait. Je pense que... écoute, on arrive au bout de l'heure qu'on s'était donnée. Je me dois d'être le gardien du temps, mais j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Et je suis content qu'on ait quand même cité des grands noms comme Oscar Wilde, Mark Twain et l'oncle de Spider-Man. Donc j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode, que vous avez apprécié mieux connaître Christian. On fera sûrement un épisode comme ça d'ailleurs avec chacun d'entre nous, François et moi-même. Ouais, exact, pour que vous appreniez. Alors moi, vous me connaissez peut-être un peu plus parce que vous m'avez vu beaucoup sur la chaîne. Mais non, François, ce qu'on avait fait, c'était comment acheter ses premières cryptos. On n'a pas fait une vidéo sur son parcours à lui. Sur son parcours. Donc je pense que ça serait intéressant aussi. Donc d'ailleurs, François, on te salue si tu vois cet épisode.
Christian, merci encore pour ton temps, merci pour ton parcours. Vraiment, tu as un parcours très inspirant et j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller, pour se rapprocher de ses objectifs de vie, se poser les bonnes questions, prendre en main tout simplement sa destinée. Et puis, si vous avez aimé donc cet épisode, je vous invite à nous laisser un gros like, à partager vos commentaires. Si vous avez des questions pour Christian, je mettrai en lien son site web où vous pourrez en apprendre plus sur Rayonnaissance. Et puis, tant qu'à moi, je vous dis merci et on se retrouve dans un prochain épisode de Balado 3.0. Salut tout le monde. Salut. Ciao.